Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux en ce début d'après-midi à Vivatech et en particulier dans cette salle de conférence. Nous allons vous parler des industries du futur, des marchés à explorer. On va essayer de vous décrire ce qui pourrait faire l'objet de nouvelles startups, si vous avez envie éventuellement d'en créer. C'est un sujet extrêmement large, vaste, et on va l'aborder avec à la fois des spécialistes et un investisseur et un observateur. Nous avons autour de cette table Jean-Gabriel Ganassia, qui est un chercheur en informatique et qui est plus particulièrement spécialisé en intelligence artificielle. Gildas Dussos, qui est un entrepreneur, qui est cofondateur de Virtuose, une start-up dans la réalité virtuelle qui est située à Laval, dans le cluster de Laval. François Véron, qui est un investisseur qui a cofondé un fonds d'investissement qui s'appelle New Fund, et Olivier Esrati, qui est consultant et spécialiste des nouvelles technologies. En introduction, que peut-on dire sur les industries du futur? C'est que l'objet, en tant que tel, a aujourd'hui beaucoup moins d'importance qu'il n'en avait autrefois, que l'objet seul, la possession seule, c'est presque terminé, que le produit est aussi un service et que nous entrons que nous passons de l'ère de la possession à celui de l'usage. Et pour commencer, j'aimerais bien, François Véron, en tant qu'investisseur, que vous nous disiez quels sont les domaines qui vous intéressent aujourd'hui dans les industries du futur, qu'on essaye de définir d'abord ce qu'on entend par industrie du futur. Est-ce qu'on parle de l'objet, est-ce qu'on parle des services, etc. Et puis quels sont les domaines que vous scrutez aujourd'hui pour investir dans des startups? Donc notre métier, c'est d'abord d'être à l'écoute des entrepreneurs. C'est eux qui ont la vision, c'est eux qui se projettent dans le futur, c'est eux qui sont capables de mettre en branle toutes les énergies, l'engagement qui permet à un moment donné de passer outre l'espèce de rationalité de base qu'on peut avoir tous et qui permet en 1 heure, en 1 demi-heure, en 3 heures de dire j'ai compris. Et ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Toute l'expérience de cette révolution technologique, c'est que ce mode d'approche, finalement, n'est pas valable. Il n'est pas valable parce qu'on est tout le temps surpris des potentiels et que, fondamentalement, ce qui va faire le succès ou l'échec d'une entreprise, vous avez dit le terme tout à l'heure, c'est l'usage, c'est la capacité à convaincre des gens d'utiliser les solutions, les produits, les outils qui sont mis devant eux. On parlait tout à l'heure en échangeant de l'Internet sur le téléphone. Pendant 10 ans, les opérateurs téléphoniques ont parlé de l'Internet sur le téléphone, les gens réfléchissent sur l'Internet sur le téléphone. Ça s'appelait le WAP, ça s'appelait l'e-mode, ça ne marchait pas du tout. Et puis tout d'un coup, Apple a sorti l'iPhone et on a dit, ah bah oui, tiens, c'est ça, l'Internet sur le téléphone. Et ça a fait du mobile l'outil qu'on connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans les projets des entrepreneurs? On voit effectivement que la data, le logiciel, va très au-delà du périmètre qu'il pouvait avoir il y a quelques années, qui était le PC d'abord. On n'utilise même plus le terme, hein, le mobile ensuite, et donc on est dans ce qu'on appelle l'Internet of Everything, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a plus un objet proprement dit qui est le capteur de notre vie digitale. Device is dead, on va avoir des capteurs un peu partout, avec de la collecte de données un peu partout, et des outils d'analyse, que ce soit des OS ou des applications logicielles derrière, qui permettent de rendre cet environnement le plus intelligent possible. Une fois qu'on a dit ça, bah, ça veut dire que finalement le digital touche à tout. Alors ça va du gag entre guillemets au parapluie connecté qui vous dit s'il pleut ou pas, hein, on voit des projets comme ça qui ne sont pas forcément immédiatement disruptifs, à des choses évidemment beaucoup plus profondes et beaucoup plus engageantes. Si on prend le terme industrie du futur, peut-être pour aujourd'hui, c'est de retenir que ce n'est pas simplement l'usine, hein. Les industries du futur, c'est des véritables chaînes industrielles, c'est des filières qui se projettent dans des usages, des applications qui aujourd'hui n'existent pas. Donc après, il y a le terme d'existence. On peut dire Uber existait déjà, simplement c'était des licences de taxi. Non, pas tout à fait, parce que les usages sont différents. Donc cette notion d'usage est vraiment au cœur de cette définition de chaîne industrielle. Alors on a déjà parlé de data, d'objets connectés, on pourrait parler de robotisation, d'impression 3D, de génomique, de biotech. Olivier, vous êtes un observateur attentif de toutes ces technologies.
quelles sont celles qui, selon vous, émergent? Quelles sont celles qui sont peut-être les plus prometteuses? Enfin, on va peut-être pas lire dans une boule de cristal, mais est-ce qu'il y a des tendances de fond? En fait, la manière d'identifier les industries du futur et ce qui est prometteur, c'est d'identifier les problèmes qui font mal. C'est assez simple en entrepreneuriat. Une start-up qui réussit, c'est souvent une start-up qui s'attaque à un problème qui concerne beaucoup de monde et qui perturbe du monde. J'appelle ça la loi de la brosse à dents. Hein. C'est le produit qui concerne beaucoup de gens et qui sont utilisés fréquemment. Et d'ailleurs, il se trouve qu'il y a plus de mobiles que de brosses à dents dans le monde, mais en gros, c'est ça la définition d'un problème. Alors, quels sont les grands problèmes que l'humanité a à résoudre dans les décennies qui viennent? Ils sont très nombreux, mais il y en a quelques-uns qui sont faciles à identifier. Il y en a un qui est très connu, qui concerne l'environnement et le réchauffement planétaire. Donc, l'objectif clé, c'est d'arriver à décarboner les sources d'énergie et donc à arriver à vivre des énergies solaires et éoliennes notamment, voire marémotrices. Et pour faire ça, on a besoin d'une technologie très particulière qui n'existe pas encore, qui sont des batteries à très haute densité. Et donc, à partir d'un problème qui est clairement identifié, on a un vrai problème de stockage de l'énergie et il faut travailler là-dessus. Donc, toutes les sociétés, notamment aux États-Unis, mais il y en a en France aussi, qui essayent de résoudre ce problème de la production par intermittence de l'énergie renouvelable et de la stocker pour qu'on puisse l'utiliser tous les jours, ce sont des sociétés qui sont extrêmement prometteuses. Et il y a plein de manières différentes de traiter ce problème-là. Elon Musk le fait d'une certaine manière avec sa grande usine Gigafactory dans le Nevada. Il y a d'autres approches scientifiques qui sont en train de mener dans différents laboratoires. Et là, on est au niveau de la chimie. On n'est pas au niveau forcément du numérique. Deuxième exemple de problème qui est extrêmement connu, notamment dans le monde occidental, c'est le vieillissement de la population. Donc la population vieillit. La question qui se pose, c'est comment faire en sorte que le coût de support de cette population qui vieillit soit supportable par la collectivité. Comment faire en sorte que, de manière moins bassement économique, ce soit une vie de qualité. Comment faire en sorte qu'on ait moins de maladies, qu'il y ait moins de cancers, moins de maladies neurodégénératives. Et donc là, il y a tout un champ du possible, qui est ouvert notamment par la génomique et la médecine prédictive, qui permettra dans les années qui viennent d'avoir une meilleure vie. Et là, il y a énormément de sociétés qui se lancent en ce moment. Il vient d'ailleurs d'y avoir l'annonce la semaine dernière d'un plan génomique pour la France, qui ouvre des portes intéressantes pour les entrepreneurs dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. C'est juste deux exemples, il y en a plein. Dans l'usine du futur, la question qui se pose, et qui est sociétale là aussi, c'est comment, par exemple, on peut éventuellement réintroduire de la production industrielle dans nos pays et ne pas simplement tout délocaliser en Asie. Et là, il y a deux techniques qui sont connues, qui permettent potentiellement d'y arriver. Je dis potentiellement parce que c'est difficile. C'est d'un côté l'impression 3D. Vous avez de très belles imprimantes 3D sur ce salon, comme chez Paul NAM. Et de l'autre côté, c'est la robotisation, qui sont deux moyens techniques de rapatrier de l'emploi et de la technologie dans nos pays. Sauf que si on rapatrie de la production chez nous, il faut aussi produire des imprimantes, il faut aussi produire des robots, il faut produire de la technologie et des logiciels dans ce domaine-là. C'est un moyen, c'est très simple, c'est regardons les problèmes sociétaux et à partir de là, identifions les besoins techniques et derrière les besoins entrepreneuriaux qui permettent d'être innovants et créatifs. Gildas, vous êtes vous dans la réalité virtuelle. Oui. Est-ce que vous répondez à un problème de l'humanité ? Est-ce que cette technologie qu'on imagine aujourd'hui, plutôt une technologie tournée vers les loisirs, on le voit sur les stands, les gens sont en train d'essayer des casques pour se balader dans des lieux, pour découvrir des lieux. Est-ce que ça peut aller au-delà d'un usage de purement loisir ? Alors nous, notre application, elle est vraiment tournée vers le divertissement. Donc on parlait de nouveaux usages à l'instant. Le pari que nous on prend, c'est de se dire que demain, les divertissements pourront aussi se faire à distance et de façon collective. Et donc la réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet de pouvoir construire ce type de rencontres à distance de façon collective. En ce qui concerne l'humanité, je pense que déjà le fait de pouvoir retrouver des proches qui sont très éloignés, de se retrouver quelques instants dans un endroit virtuel, d'avoir l'illusion de la réalité, d'être en face d'eux, de communiquer et après, pourquoi pas, de voyager à distance pendant quelques instants. Je ne sais pas si ça répond à un problème, en tout cas, ça ouvre une perspective qui est hyper intéressante. Mais comment vous imaginez la réalité virtuelle dans quelques années? Est-ce que c'est la réalité virtuelle? Est-ce que c'est la réalité augmentée? Quels pourraient être les usages que vous imaginez aujourd'hui? Pour moi, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est en fait la même approche, c'est-à-dire ça mêle le virtuel au réel. La réalité virtuelle, c'est on recompose l'intégralité de l'environnement. La réalité augmentée, on surajoute ces deux supports. Donc moi, la vision que j'ai, c'est que d'ici à 5-10 ans, les deux vont merger.
ce sera le même support, ce sera la même approche, et on sera toujours dans cette recherche de dépaysement instantané et d'enrichissement de son quotidien. Je pense que croire que la réalité virtuelle, comme la réalité augmentée, va se substituer à des comportements actuels, c'est illusoire et déceptif. Par contre, ça va nous permettre de créer d'autres expériences, d'autres façons de se comporter, d'autres façons d'acheter, d'autres façons de communiquer, d'autres façons de se divertir. C'est ça qui est fascinant. Alors parmi les grandes technologies qui se développent, il y a l'intelligence artificielle avec, on le voit, des agents conversationnels, les chatbots, mais aussi l'automobile autonome. On va y revenir hein, d'ailleurs sur l'automobile, mais j'aimerais avoir votre avis, Jean-Gabriel Ganassia, sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Quelles sont les promesses aujourd'hui de votre discipline en tant que chercheur ? Alors tout d'abord, je crois qu'il faut rappeler que l'intelligence artificielle, ça n'est pas tout nouveau. C'est une discipline qui aura 60 ans cette année. Hein. L'école de Dartmouth College, l'école d'été, qui a été organisée par deux jeunes gens qui avaient 28 ans à l'époque, John McCarthy et Marvin Minsky, pour créer une nouvelle discipline qui étudiait l'intelligence avec les moyens de l'artificiel. Cette école s'est tenue en 1956. Depuis, à la fois, l'intelligence artificielle a enregistré des succès extraordinaires et en même temps, elle a été extrêmement souvent décriée. Parce qu'il y avait des anticipations qui allaient toujours au-delà de ce qu'était la réalité de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'étaient ces anticipations? Je l'ai dit en deux mots. C'était l'idée d'avoir une intelligence artificielle, c'est-à-dire un double de nous-mêmes qui soit aussi, si ce n'est plus intelligent que nous. Et ça, c'est un malentendu parce que le but de l'intelligence artificielle est vraiment très concret, c'est de décomposer l'intelligence, d'étudier les différentes fonctions cognitives, la vision, la mémoire, la compréhension, le raisonnement, la démonstration automatique, et d'essayer de simuler ça sur une machine. En 60 ans, on a enregistré des progrès extraordinaires. On ne s'en rend pas compte, mais c'est partout présent. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société numérique où non seulement nous avons toutes ces prouesses, mais en même temps, l'intelligence artificielle est la clé d'un certain nombre de problèmes, la résolution d'un certain nombre de difficultés. On les a mentionnés tout à l'heure. On a parlé, par exemple, des questions de robotique. C'est de l'intelligence. Il n'y a pas que de l'intelligence artificielle en robotique. Il y a des capteurs, il y a des effecteurs, il y a de la mécanique. Mais la clé du problème, c'est de l'intelligence artificielle. Et puis alors surtout, puisque nous sommes ici dans une table ronde sur les marchés à explorer, nous avons dit qu'il y a deux points importants. Le premier, c'est que nous avons des données et qu'on veut étudier les retours d'usage. C'est ce que vous avez dit. Et je suis totalement d'accord. Mais comment étudier toutes ces données qui viennent des retours d'usage? C'est avec l'intelligence artificielle. Quand on parle des masses de données, les big data en anglais, c'est effectivement l'intelligence artificielle qui va permettre de traiter l'ensemble de ces choses-là. Et c'est très important parce que la conception aujourd'hui n'est différente de ce qu'elle était auparavant. C'est qu'au lieu d'avoir un ingénieur ou un directeur qui donnait des directives qui ensuite étaient planifiées par des ingénieurs, réalisées par des ingénieurs de production, puis par des contremaîtres, et puis ensuite données aux utilisateurs, on fait des premières ébauches, et ensuite on les fait utiliser, et on regarde les retours d'usage, et en fonction de ça, on les recompose. Et puis alors, deuxième chose importante... Juste sur les datas, parce que vous étiez parti dans une longue explication. Juste sur les datas, on a l'impression quand même qu'on a déjà dépassé le big data. On collecte, très bien, on parle déjà de fast data, c'est-à-dire de pouvoir exploiter ces datas quasiment en temps réel. Et puis la question qu'on pose aussi sur les objets connectés, c'est que c'est bien joli d'avoir son poids, son rythme cardiaque tous les jours, mais si on n'en fait rien, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que là, on peut déjà répondre à ça ? On peut dire que les big data sont dépassés, mais ça ne changera rien. Les big data, ce sont des grandes quantités de données. Ensuite, la quantité de données, la rapidité, tout ça, bien sûr que, d'ailleurs, quand on caractérisait les big data, on disait les 3 V, c'est-à-dire la vitesse, la vélocité, je ne me souviens plus exactement de la signification de ces 3 V. Ce qui est important avec les big data, c'est qu'on accumule des quantités considérables et qu'on traite toutes les données, qu'on ne procède pas par échantillonnage. Et
qu'en même temps, on est capable de collecter ces données de façon continue. Ça, c'est essentiel, et ça continue de toujours à être vrai. Et je crois que c'est au cœur de l'économie contemporaine, pas seulement de l'économie d'ailleurs, aussi au cœur des sciences contemporaines, au cœur de la vie contemporaine. Et puis je voudrais insister sur une autre chose, c'est le fait que l'intelligence artificielle, c'est aussi la porte d'entrée vers un certain nombre de nouveaux marchés. Si on parle aujourd'hui des agents intelligents, des chatbots, pourquoi? Parce que ce qui va se produire, c'est qu'on va pouvoir rentrer. Par exemple, Apple, après Siri, a réalisé un nouveau chatbot qui est plus agréable parce que plus souple, et il permet de commander des pizzas de chez soi. Alors pourquoi commander des pizzas? Bien sûr, c'est parce qu'il y a tout un segment du marché, la restauration rapide, et si vous avez le chatbot qui commande votre pizza, ça veut dire que la clé d'entrée de la restauration rapide, ce sera cette industrie-là. Et puis on peut aller plus loin, l'automobile, jusqu'à présent, l'automobile c'était des constructeurs automobiles, Peugeot, Renault, Mercedes, et puis bientôt, comme il y a un ordinateur dans la voiture, et bien la clé, ce sera effectivement l'ordinateur. On l'a vu avec le téléphone portable, vous l'avez dit tout à l'heure, pendant longtemps, c'était les opérateurs. Vous vous souvenez, vous aviez le petit logo orange sur votre mobile. Depuis quelque temps, c'est un Samsung ou un Apple. Donc, effectivement, les opérateurs ont perdu la bataille et risque, dans le futur, d'y avoir beaucoup d'autres industriels qui perdront les batailles. Si on pouvait, on va faire un petit tour par l'actualité. On a deux faits d'actualité marquants sur ces deux sujets. C'est d'abord le chatbot, l'intelligence artificielle de Google, qui a été débranché, si on peut dire cela comme ça. Et puis, l'accident le 9 mai dernier... De Google ou de... C'est Microsoft. Non, pardon, excusez-moi, de Microsoft. Excusez-moi. Et puis, l'accident le 9 mai dernier d'une voiture Tesla en mode automatique sur une autoroute de Floride. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais que on a eu cette discussion avant de monter sur scène tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces incidents, en fait? Oui. C'est quoi? C'est des balbutiements? C'est quoi? Oui, sur le premier, la déconnexion de Tay, le chatbot de Microsoft, c'était pas obligatoirement un échec, parce que ça a fait faire une publicité extraordinaire à Microsoft, qui avait plutôt une image vieillotte, et qui, grâce à ça, a pu montrer au monde entier qu'il faisait de l'intelligence artificielle. Et puis, qu'est-ce que c'était? C'était un chatbot qui apprenait à partir des conversations. Et effectivement, à partir du moment où un certain nombre de gens les lançaient sur des discussions avec des termes qui pouvaient être racistes ou qui pouvaient être politiquement non convenables, et bien à ce moment-là, ils le répliquaient. D'une certaine façon, ces chatbots, moi souvent je dis, j'appelle ça des sartriens. Vous connaissez Jean-Paul Sartre, il disait du garçon de café, il copie le garçon de café. Il dit l'existence précède l'essence. C'est exactement la même chose avec les chatbots. Ils existent, ils parlent, et c'est cette existence qui va leur permettre d'aspirer les conversations et d'être ce que l'on demande d'eux. Donc ça ne veut pas du tout dire que ce sera toujours comme ça. Il suffirait de mettre un petit filtre, les contrôles parentaux marchent très bien. Et puis alors, sur la voiture... Il y a un exemple. Il suffisait de demander à un chatbot de lire le Sun en Angleterre, il aurait voté pour le Brexit. Donc c'est le même principe que ce qui est arrivé à Microsoft. C'était un miroir et que ce qu'on y a vu n'était pas très joli. C'était un miroir, mais en même temps, je pense qu'on peut effectivement essayer de rectifier ce genre de choses. Donc, ce n'est pas un obstacle. Et je pense que, vraiment, très sincèrement, je pense que Microsoft a beaucoup joué là-dessus, parce que personne ne serait intéressé à leur chatbot s'il n'y avait pas eu cet incident. Donc, alors maintenant, pour la voiture... Oui, parlons de la voiture. Voilà, pour la voiture, c'est très intéressant parce que vous connaissez la raison de l'accident, du moins. On pense qu'il y avait une semi-remorque qui s'est mise en travers de la route et qui était blanche. Et le contraste avec le ciel était trop faible pour que la caméra puisse le détecter. Alors, normalement, les Tesla sont des voitures qui ont une conduite automatique, mais il est recommandé aux conducteurs... De ne pas l'activer par temps couvert. Non, ils peuvent l'activer. Non, de l'activer en permanence. Mais il est recommandé de garder en permanence les mains sur le volant. C'est-à-dire que ce sont effectivement des modèles qui sont plus ou moins expérimentaux. Donc ce qui s'est produit, c'est que ni le conducteur, ni le système de vision automatique n'ont pu détecter cette semi-remorque. Donc c'est un accident. Est-ce que le conducteur aurait eu le même accident? C'est ce que l'enquête va nous aider à découvrir dans les jours qui viennent.
Alors, je ne voudrais pas qu'on monopolise la parole sur ce sujet-là, mais votre spécialité, c'est aussi l'éthique des robots. Alors, on parle d'éthique pour une intelligence artificielle ou un programme informatique, c'est un peu particulier, mais bon, voilà. Parlons de ce dilemme de la voiture. Doit-on tuer le piéton ou doit-on tuer le conducteur? Alors, ce dilemme s'exprime d'une façon très schématique, sous la forme de ce qu'on appelle le dilemme du trolley. C'est une conception de l'éthique qui, sans rentrer dans le détail, est utilitariste, c'est-à-dire qu'on va mesurer la somme des bonheurs et des malheurs. Et donc, si vous avez un piéton qui est sur le trottoir, parfaitement dans son droit, et puis que vous avez 5 personnes qui traversent de façon très imprudente la rue, à ce moment on dit, ah bah tiens, 5 contre 1, on va choisir le piéton. Et puis, ensuite, on peut aller plus loin, parce qu'on se dit, oui, mais ces 5 personnes, bon, ils sont vieux, ils ont peut-être 1 ou 2 ans à vivre, tandis que le piéton est jeune. À ce moment, on va regarder le nombre d'années, et puis on va dire, bah, tiens, on va prendre le piéton. Puis après, on va se dire, oui, mais ce jeune type, il est vraiment dépressif, donc il va vivre des années. Bon, oui, on ne s'en tire pas. Ça veut dire que la façon dont ce problème éthique a été posé était absurde. En réalité, l'éthique est une discipline, une branche de la philosophie qui réfléchit à la façon d'agir, et dans ce cas de figure, ce serait beaucoup plus compliqué parce que le piéton était dans son droit, les gens qui traversent ne sont pas dans leur droit, et donc il y a tout un tas d'autres éléments qui interviennent dans la prise de décision. Olivier, je sens que... Je reviens sur l'accident. Absolument. Je vais vous choquer peut-être, mais cet accident est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est le début d'un processus d'apprentissage. Rappelez-vous les premiers avions à réaction, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là. En 1954, il y a un Comet qui était le premier avion à réaction anglais qui a explosé en vol. C'était son 5e accident. Et ça a permis de développer après le 757, qui a permis à Boeing et à Douglas et à d'autres sociétés comme Airbus de développer toute l'aviation commerciale. Le train, c'est pareil. Il y a eu un énorme accident à la gare Saint-Lazare au milieu du 19e siècle qui a tué des dizaines de morts. Il a même traversé la gare. Et à l'époque, le train, il n'allait même pas à 60 km/h. Les voitures, c'est pareil. On avait peur des voitures quand elles roulaient à 30 km/h. Donc on apprend. Quand il y a un accident, on apprend, on améliore les systèmes. Donc c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Il faut savoir que la voiture automatique, elle répond à 3 problèmes. Et il faut revenir au problème. Premier problème, c'est l'énergie. Les voitures automatiques sont en général électriques. Donc ça permet de réduire la pollution, tout du moins si ce qu'on appelle l'énergie primaire qui alimente en électricité les batteries des voitures, elle-même est propre. Deuxième point, c'est la sécurité. Oui, il y a eu un mort, mais l'automobile normale tue 1,3 million de personnes par an dans le monde. 1,3 million, c'est plusieurs fois la guerre en Syrie. Et puis il y a un autre point, qui rejoint d'ailleurs le sujet de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est qu'on perd du temps en voiture quand on conduit. Et donc si la voiture peut nous rendre du temps quand on ne conduit pas, on peut faire autre chose et mieux utiliser notre temps. Et il faut savoir que dans l'industrie, notamment des loisirs, dans le monde du travail, le temps, c'est une plus grosse valeur commerciale. C'est ce qui a le plus de valeur. Tout ce qui fait gagner du temps fait ou gagner de l'argent pour les entreprises, ou gagner du plaisir et de l'émotion, la vie en famille, pour la partie du grand public. Et donc le temps est important, c'est pour ça que la voiture automatique est extrêmement importante. Donc tout ça, c'est une bonne nouvelle, paradoxalement en fait, parce qu'on apprend. Si vous me permettez, Olivier, elle répond aussi à un 4e problème, qu'on peut avoir une soirée arrosée et rentrer quand même. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, surtout pour les... Oui, oui, exactement. Absolument. François, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet, notamment, est-ce que c'est des thématiques qui vous intéressent, vous, en tant qu'investisseur, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est des thématiques des dossiers que vous regardez quand il y a une thématique d'intelligence artificielle que vous regardez avec plus de bienveillance? Alors on est toujours bienveillant. La clé d'entrée pour nous, c'est pas la technologie ou c'est pas le secteur, c'est l'engagement entrepreneurial. Et effectivement, les thématiques d'intelligence artificielle, de machine learning, big data, sont extrêmement nombreuses. Après, il faut être très modeste sur, je dirais, les phénomènes un peu de mode sémantique. Aujourd'hui, on va qualifier d'intelligence artificielle des logiciels, simplement parce qu'ils appliquent un certain nombre de sophistication technologique, et je pense que ce n'est pas exactement ce qu'un certain nombre de chercheurs vont qualifier d'intelligence artificielle, qui correspond à des définitions beaucoup plus précises. Ce qu'on peut dire, c'est que les technos de deep learning, les aspects de volumétrie, les bases de données NoSQL, c'est-à-dire non jointives, qui permettent de traiter d'incroyables volumes, effectivement, de notre point de vue, sont en train de passer, nous aider les applications à passer à une autre échelle. On en parlait tout à l'heure avec
le lien objet connecté. On parle de sujets calculatoires quand même incroyablement compliqués comme la voiture, hein, parce qu'il faut voir un petit peu le niveau de traitement d'information que suppose aujourd'hui une voiture. On a parlé de robotique tout à l'heure. Ce qui est en train de se passer, c'est que on change d'échelle, et contrairement aux étapes précédentes où tout se concentrait sur le calcul du microprocesseur, la loi de Moore, des chips plus rapides, etc., la révolution du cloud fait que on applique ces bases de calcul sur des serveurs distants, on ne sait plus trop bien où ils sont. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les géants, notamment américains, qui ont beaucoup de serveurs un petit peu partout, et au premier chef, Google et Amazon, sont en train de mettre cette puissance calculatoire à disposition de startups qui créent des nouveaux usages. Donc je vais prendre l'exemple, et il n'y a aucune publicité derrière, d'Amazon. Amazon a créé Alexa Voice Service, un peu sur le modèle d'Amazon Web Service, sauf qu'ils le font gratuitement. Qu'est-ce que c'est Alexa Voice Service? C'est le lien entre les serveurs d'Amazon, les technologies du cloud et le système de reconnaissance vocale, d'interface vocale d'Amazon. Alexa, c'est le Siri d'Amazon qui aujourd'hui fonctionne qu'en anglais sur un petit pylône qui s'appelle Echo. D'autres startups intègrent aujourd'hui le logiciel. Nous, on en a une qui est présidée par Eric Carrel, le fondateur également de WeThings, qui s'appelle Invoxia, qui développe un petit speaker qui s'appelle Tribi. Et donc, on peut parler tranquillement, et puis on l'active en disant Alexa, typiquement, commande la pizza. Alexa, quel temps fait-il? Alexa, quel est le comportement de telle action en bourse? Alexa, appelle ma grand-mère. Bon, et ce qui est intéressant, c'est que le terme d'Amazon, c'est skills. Hein. Ils ajoutent à Echo et à Alexa des skills, des talents. On était à 100 talents en janvier, on est à 1000 talents maintenant, on sera très, très rapidement à 10 000 talents. Et ce que fait Amazon, c'est qu'il met à disposition cet outil de reconnaissance vocale, la puissance calculatoire derrière, de tout le monde. C'est-à-dire que demain, je veux, moi, créer une start-up qui va utiliser cette interface vocale, je peux m'appuyer sur ces outils-là en mode gratuit. Ça veut dire que pourquoi ils font ça? C'est tout simplement pour qu'on apprenne de plus en plus. Ils veulent pouvoir l'étendre à d'autres langues, donc des choses aussi importantes pour eux que le slovène, le français et d'autres langues. Les langues sont très compliquées. Hein, on n'est plus simplement à taper des mots-clés comme dans Google au début. On est vraiment en langage naturel. Il y a des questions d'accent. Et aujourd'hui, c'est pas du futur. C'est en ce moment en déploiement à San Francisco, dans la Silicon Valley, et dès que les barrières linguistiques tombent, dans l'ensemble du monde. Donc on va aller très, 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 très vite sur les usages. On va aller très vite. Nous sommes quasiment à la fin de cette conférence. Vous voyez que ça va très, très vite. Je pense qu'on aurait pu en parler pendant 2 heures s'il le fallait. Je vais vous demander à chacun un petit exercice de science-fiction. Vous projetez et de nous dire quel usage, quelle technologie vous impressionne le plus, quelle est celle qui vous fait peut-être le plus rêver à échéance 10, 15 ans. Vous pouvez rêver. Je vais commencer par la génomique et les biosciences. Je pense qu'avoir la perspective de vivre en bonne santé longtemps, c'est vraiment une aspiration d'humanité très importante. J'ai rajouté un petit bonus. Nous sommes 4 hommes autour de la table. Les sciences et l'industrie, c'est pas qu'une affaire d'hommes, c'est aussi une affaire de femmes. On a besoin d'avoir les deux dans l'industrie. Je vois qu'il y a des femmes dans l'audience. J'encourage celles d'entre vous qui êtes jeunes de vous orienter vers les carrières d'ingénieurs, notamment dans ces disciplines-là. On a besoin, pour préparer un monde meilleur, d'avoir autant d'hommes que de femmes, et de femmes que d'hommes. Parce que si on n'a que des hommes qui font le monde du futur, on aura un monde d'hommes. Si on a un monde d'hommes et de femmes, on aura un monde d'hommes et de femmes avec ces technologies-là. Voilà mon rêve. Pour imaginer le monde de demain, c'est important, oui, effectivement. Alors nous, chez Virtuose, on est à part égale. Il y a autant d'hommes que de femmes, et donc c'est ensemble qu'on construit la suite. Moi, je vais rester dans ma boutique. Hein. Moi, c'est la réalité virtuelle, et ce qui me fascine, c'est de se dire que, mais même pas dans 10-15 ans, même dans 5 ans, ou même dans 2 ans, on pourra faire des rassemblements de millions de personnes qui vont durer 10 minutes, qui rassembleront des gens partout dans le monde entier, qui vont se retrouver et qui vont pouvoir partager un événement, et puis retourner à leurs occupations, et c'est ça que je trouve fascinant. Monsieur Ganassia. Oui, moi je suis universitaire, chercheur,
Et ce que je trouve extraordinaire avec l'intelligence artificielle, justement, contrairement à une image couramment répandue selon laquelle ce serait un double de nous-mêmes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est un partenaire qui nous permet d'augmenter notre intelligence. Et donc, moi, ce dont je rêve, c'est qu'effectivement, la science, dans toutes les disciplines, que ce soit les sciences de la nature, la biologie, la physique, mais aussi dans les sciences de la culture, fasse des progrès considérables avec les outils d'intelligence artificielle. Et donc, ce n'est pas du tout, comme certains le laissent entendre et le craignent, une disparition de l'humanité. Moi, je pense que c'est au contraire une augmentation de l'humanité et de sa compréhension sur la nature, sur nous-mêmes, et une réflexion sur les possibles. Je crois que l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous rend plus libres, et c'est pour ça que ça me passionne. François Véran, vous le financez, le futur, alors? Qu'est-ce qui... Je vais vous répondre comme personne. Je pense que... Enfin, moi, mon rêve, c'est qu'on utilise au mieux ces technologies, qu'on sache faire les choix. Alors, on a parlé de choix éthiques, des choix collectifs derrière. Les technologies, en tant que telles, ne résoudront pas les choix d'humanité. On a parlé tout à l'heure de dilemmes de type moral en face des questions de voitures. Les robots aujourd'hui commencent à être là et seront partout, non pas sous forme humanoïde, mais par l'interaction de processus de décision et de processus apprenants dans des environnements dans lesquels des humains sont. C'est ça finalement la robotique. Moi, j'invite tout le monde à relire Asimov, qui, en tout cas les premiers livres de Fondation avant, qui étaient pré-ordinateurs quasiment. Et les problèmes à l'époque, c'était les problèmes d'énergie, c'était les problèmes de transport. Je crois que ces choix éthiques et cette capacité à fonctionner en tant que groupe humain, c'est nos plus gros défis de demain. C'est la fin de notre atelier. Je vous remercie tous et toutes d'être venus aussi nombreux. Je vous remercie à tous les quatre de nous avoir parlé de ces sujets de prospective.